On va essayer de ne pas trop tarder, même si on ne sait pas s'il y a quelqu'un qui pourrait encore arriver. Bon, tant pis. Euh, alors, on va dire qu'on va commencer. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus. Merci ou un peu obligé, mais quand même, ça ne fait pas une grande différence. On espère que vous pourrez profiter de cette conférence de Gilles Novarina, qui vient exprès de Grenoble pour donner cette conférence, et qui, en l'occurrence, va nous présenter quelque chose qui concerne le livre qu'il a sorti il n'y a pas très longtemps. C'était avril dernier. Voilà. Donc, juste, je suis un peu chargée de dire un mot sur le cycle de conférences auquel cette conférence appartient, qui est porté par Caroline Magnac et moi-même en ce moment. Avant, c'était un cycle de conférences qui avait été introduit par Jean-Baptiste Marie. Ça s'intitule Architecture à lire et bien sûr, c'est un cycle qui s'intéresse aux livres qui sont publiés et qui concernent l'architecture. En l'occurrence, ce soir, c'est plutôt l'urbanisme, mais c'est beaucoup une histoire aussi d'architecte et d'architecture. Donc c'est pour ça que j'ai invité Gilles à venir présenter son livre. Donc Caroline Magnac s'excuse de ne pas pouvoir être là ce soir, mais elle est en train de suivre à distance. Voilà pourquoi je fais la présentation, alors qu'elle aurait fait mieux que moi, puisqu'elle a porté ce cycle pendant un certain temps. Puis après, ce cycle a dû un peu ralentir dû à la pandémie. Et là, on a souhaité un peu le reprendre parce qu'on trouvait que c'était un projet intéressant. Même si le format n'est plus tout à fait le même parce qu'il y avait un canapé, on va voir si on va le réintroduire. Voilà, mais ce qui est le plus intéressant, c'est ce focus sur les livres qui est porté dans ces conférences-là. C'est une conférence aussi qui s'inscrit dans le cadre du domaine d'études architecture de la ville et du territoire, ici à l'école, et dans le cadre du cours magistral qui est associé au semestre 7 de ce domaine d'études. Bien sûr, c'est une conférence qui est ouverte à toute l'école et même à l'extérieur, donc il ne faut pas hésiter à venir. Ça s'adresse aussi aux étudiants du semestre 5 dont l'objet de l'atelier de projet est le projet urbain, une initiation peut-être au projet urbain, et qui est représentée aussi par nos collègues qui sont là, donc du DE, et à la fois du DE et du semestre 5. Et voilà, donc ça pour une première présentation du cycle. Il faut bien que je dise un mot de Gilles Novarina aussi, que vous connaissez probablement, pas directement du moins. Donc Gilles Novarina est professeur d'urbanisme. Et si je dis de bêtises, tu me corriges. Hein, voilà. Professeur d'urbanisme, je pense que là c'est bon. Il a enseigné à l'Institut d'urbanisme de Grenoble, qu'il a aussi dirigé entre 2001 et 2011. Il a enseigné et il enseigne encore à l'ENSA de Grenoble, où il tient encore un cours sur l'histoire des doctrines de l'urbanisme, c'est bien ça, voilà, et fait partie du laboratoire de recherche architecture, environnement, culture constructive de l'ENSA de Grenoble. Il a aussi été visiting professor à Polytechnico de Turin. Il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques années. 2019. Ah, tu as juste loupé la pandémie. Oui. Tu es passé un peu à travers. Il a dirigé plusieurs thèses de doctorat à cheval entre l'urbanisme et l'architecture, publié plusieurs ouvrages sur le projet urbain et la planification et même leurs articulations, entre autres, voilà, parmi ces publications qui ne sont pas limitées à ça. Et aujourd'hui, il nous présente justement son dernier livre, le voilà à nouveau, Histoire de l'urbanisme, de la Renaissance à nos jours, récemment paru aux éditions du Moniteur. Et donc, on va lui donner la parole tout de suite. Mais comme normalement, c'était un format qui prévoyait des questions, du débat, etc., je voudrais juste te poser une première question concernant le livre en soi. Après, tu expliqueras aussi la thèse que tu souhaites défendre ce soir. C'est un livre, bon,
qui a un format particulier. Vous le voyez, c'est pas très grand, mais en même temps, il est plutôt épais. Donc, il est plutôt dense, mais sans gêner, parce qu'il y a plein d'images. Et ce qui m'a tout de suite étonnée, moi, c'est qu'en fait, il n'est pas un livre très cher. Et c'est pas évident pour un livre de cette consistance. Donc, c'est quelque chose qui m'a un peu frappée. On voulait savoir un peu pourquoi, s'il y a une raison à ça. Quelle était l'intention, en gros, derrière ce livre quand tu l'as écrit? Est-ce que tu peux dire un mot de tout ça, qui s'adresse, comment on le lise, quelle est sa genèse, voilà, et puis on te laissera la parole. Donc moi, je vais là pour l'instant. Je te laisse parler. Tout seul. Bon, d'abord, bonsoir. Je voulais aussi remercier l'école d'architecture de Normandie, l'École nationale supérieure d'architecture de Normandie, de me donner la parole et de me permettre de présenter ce livre. C'est un livre qui, en fait, j'ai jamais fait de recherche à proprement parler sur ce livre, en sens que j'ai jamais eu de contrat de recherche sur ces thèmes-là. C'était une préoccupation une préoccupation que j'ai eue pendant toute ma carrière universitaire. Excusez-moi, j'ai pris le train, je suis un peu fatigué, il faut que je me chauffe un peu. Donc pendant toute ma carrière universitaire, j'ai fait un cours sur l'histoire de l'urbanisme. Et donc c'était une idée que j'avais et que j'ai pu concrétiser quand j'ai pris ma retraite, quoi. J'ai pris ma retraite il y a 2 ans et en 2 ans, j'ai utilisé le travail que j'avais fait avant pour sortir ce livre. Donc c'est un livre en fait qui est construit à partir de cours, et c'est donc un livre qui s'adresse d'abord à des étudiants, soit des étudiants en urbanisme, soit des étudiants en architecture. J'ai enseigné devant les 2 publics, plutôt dans les instituts d'urbanisme, mais aussi dans les écoles d'architecture, et je vois bien que les réactions des étudiants ne sont pas les mêmes quand je tiens les mêmes propos. Les préoccupations, les sensibilités des gens sont différentes, et le fait d'avoir ces 2 publics, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est un livre, c'est une histoire. C'est en fait une relecture d'une histoire. C'est un point de vue particulier sur une histoire. C'est un travail qui s'appuie sur des recherches, des investigations que j'ai fait moi-même, mais aussi sur beaucoup de publications qu'il y a eu, faites par d'autres. Hein, j'ai bénéficié, par exemple, du développement des travaux sur l'urbanisme dans les années 20 en France, qui s'est déroulé plutôt dans les années 90. Et puis là, depuis quelque temps, il y a pas mal de publications sur la période des années 50-70. J'ai utilisé un certain nombre de monographies sur des architectes, de monographies sur des villes. Donc voilà, ça s'est construit comme ça. Et donc, c'était en fait... moi, j'avais 2 préoccupations. Pourquoi j'ai fait un livre sur l'histoire ? C'était mon cours, donc c'était le plus facile, mais pour 2 raisons. La première raison, c'est que, je vais vous raconter une anecdote, je vais raconter des petites choses. Quand je suis arrivé à l'Institut faire des études d'urbanisme à Grenoble, parce que j'ai fait mes études à Grenoble, c'était en 1975, et les enseignants disaient, avant nous, il n'y a rien. Avant nous, il n'y a pas eu d'urbanisme. L'urbanisme est né dans les années 70. Avant, il y avait des architectes qui faisaient de l'urbanisme. Donc, c'était la première fois, on s'est trouvé face à une occultation de ce qui s'est passé avant, une espèce d'amnésie de l'ensemble du corps enseignant de cette époque-là. C'était juste après mai 68, donc ça se comprenait dans ce contexte-là. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours constaté quand je commençais à regarder les choses, c'est qu'il y a une forte amnésie de ce qui s'est passé avant. Et que ce que j'ai appelé les modèles urbanistiques, la pensée urbanistique, elle se définit toujours en opposition avec ce qu'était avant. Aujourd'hui, la ville durable, vous trouvez plein de textes sur la ville durable, sur la ville en transition, on vous explique que c'est le contraire de la ville moderne. C'est comme ça que ça s'affiche. La ville modèle, elle est industrielle, elle est technologique, alors que la ville durable, elle doit être moins industrielle, moins productiviste et plus frugale. Donc, toujours par opposition. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez gênant parce qu'on était enfermé. Il y avait cette amnésie. Et en fait, quand il y a
il y a une espèce de culte de l'innovation, et si on a un culte de l'innovation, on n'est pas, si on n'est pas capable de faire un minimum de bilan, d'évaluation de ce qui a été fait avant, c'est un problème pour savoir s'il y a vraiment innovation ou pas. Hein. Est-ce qu'on n'est pas en train de refaire sans savoir des choses qui ont déjà eu lieu? Je parle de choses assez simples, mais c'était une préoccupation que j'avais. Donc, faire un travail sur l'histoire, relire l'histoire de l'urbanisme, c'est un moyen pour voir s'il n'y a pas des choses qui ont déjà été expérimentées, qui ont déjà été pensées de cette manière-là, et qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui s'est fait en positif ou en négatif. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est un livre qui essaye de sortir des oppositions qui parcourent le champ de l'architecture et de l'urbanisme. Par exemple, depuis les SIAM, il y a d'un côté l'académie, de l'autre côté les modernes. Soit on est ringard, soit on est progressiste. Françoise Choët, quand elle a opposé les culturalistes et les progressistes, c'est un peu différent, mais on est toujours dans ce genre de choses. On a toujours tendance à dire, d'un côté, il y a les gens qui défendent les tracés réguliers, de l'autre, il y a les gens qui défendent les tracés pittoresques, et les choses sont opposées. On est toujours dans ces oppositions, et plus j'ai travaillé sur ces questions-là, plus j'ai lu des choses, plus je me suis aperçu que c'était plutôt des faux débats. Que par exemple, jamais aucun théoricien de l'urbanisme n'a fait l'apologie du pittoresque et de la rue courbe et des tracés irréguliers. Quand ils ont pratiqué les irrégularités, ils ont pris beaucoup de précautions pour les pratiquer. Je reviendrai sur ce point. Donc voilà, c'était un peu pour faire ça. Et ce livre invite un peu à sortir des catégories. Une chose que j'ai découvert aussi en faisant ce livre, c'est que le mouvement moderne, il est beaucoup plus divers que ce qu'on veut bien dire. Même en France. Que les positions, c'est pas en lisant les ouvrages de Le Corbusier qu'on a une vision de l'ensemble des gens qui participent au SIAM. Il y a des débats, il y a des conflits éventuellement, il y a des points de vue différents, et c'est intéressant de prendre en compte ces points de vue différents parce qu'ils se traduisent dans la ville qui a été produite à ce moment-là. Voilà, donc ça c'est un peu l'objectif du livre. C'est mieux de le dire en répondant à des questions qu'en faisant un long exposé. Sur la fabrication du livre. C'est un livre qui a coûté sans doute cher, je ne sais pas combien il a coûté, je ne sais pas combien ça a coûté aux éditions du Moniteur. Il a fallu, il faisait 300 pages écrites, et puis en plus, le Moniteur, à mon avis, avait mal évolué la place que prendraient les illustrations. Donc on se retrouve avec un ouvrage de 390 pages alors qu'on avait prévu 320 pages. Ça coûte cher, c'est du papier, des choses comme ça. Donc voilà, moi je tenais beaucoup à ce qu'il y ait beaucoup d'illustrations. Je les avais sélectionnées, il y en a qui ont été remplacées, mais ça me semblait important que chaque fois que je tenais un propos sur quelque chose, on pouvait traduire ça sous forme d'un plan, sous forme d'une coupe, sous forme d'une typologie bâtie, sous forme d'une image, parce que c'est important de mettre des images, des formes derrière les mots. Hein, parce que en matière d'urbanisme, plus qu'en matière d'architecture, on est beaucoup souvent dans du discours, et les mots couvrent des choses qui sont radicalement différentes. Alors que si on dit un îlot, c'est ça fait 200 mètres par 100 mètres, on n'est pas dans un débat qui est un débat excessivement flou. Voilà, donc ça c'était cette chose-là. Et donc, pour faire ce livre, j'ai été chercher des financements. J'ai eu un financement de mon laboratoire, qui était l'ABEX, donc avec de l'argent, et j'ai eu un financement du PUCA. Et dans l'introduction du livre, le PUCA, qui est le plan urbanisme, construction, architecture, qui dépend du ministère de la Transition, qui finance des recherches sur l'urbanisme, la construction, l'architecture, qui a des programmes de recherche, notamment un programme qui s'appelle POPSU, dont Rouen a été un des sites. Un des membres du PUCA explique les hésitations qu'ils ont eues à financer ce livre, mais pour finir, ils l'ont fait. Voilà, donc ça a permis d'avoir un livre à 29 €, alors que sans doute le coût de revient du livre est beaucoup plus élevé. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. Donc le choix a été fait de ne pas avoir un livre trop petit, mais et non plus de ne pas avoir un livre, une grande publication d'architecture, pour des raisons de coût et aussi pour des raisons de... Ça rentre mieux dans une bibliothèque. Donc voilà, le format a été décidé. Après, pourquoi les éditions du Moniteur, ça c'est aussi un choix intéressant. J'avais pensé à d'autres éditeurs.
Il y en a avec lesquels ça n'a pas marché. Et ça m'intéresse le Moniteur parce que c'est une maison d'édition, un éditeur qui s'adresse au monde professionnel. Voilà, donc ça c'était les choses. Et c'est un ouvrage qui est, enfin je reviendrai là-dessus, mais c'est un ouvrage, on peut lire l'introduction, la conclusion et comprendre le fil directeur. On peut aussi s'intéresser à une période particulière. Par exemple, ce que les Italiens appellent l'urbanisme baroque, en regardant par exemple l'expérience de Turin, par exemple. On peut s'intéresser à Haussmann, on peut aussi le lire morceau par morceau. On avait la discussion tout à l'heure, c'est pas un livre qui est exhaustif. Hein. C'est un livre que j'ai fait avec mes connaissances. J'ai visité quand même beaucoup des sites dont je parle. Par exemple, j'ai vécu 6 mois à Turin, mais j'y suis allé très régulièrement avant, donc quand on lit les pages sur Turin, on comprend que je le connais mieux que d'autres choses. Je connais bien Londres, par exemple. J'ai beaucoup marché à Londres, par exemple. Je connais un peu Paris, enfin voilà. Donc c'est aussi des choses sur lesquelles il y avait des textes, il y avait par exemple Cerda, il a écrit une théorie générale d'urbanisation et on pouvait parler de Barcelone aussi, mais on avait tout ça, donc les choix ont été faits comme ça, et c'est un livre qui n'est pas exhaustif, qui part de la Renaissance, j'explique pourquoi, et qui va jusqu'au débat contemporain sur l'urbanisme. Voilà, est-ce que c'est bon comme ça, comme présentation, ça vous va? Vous dites rien. Oui, c'est bon. Alors, donc ça, j'avais pensé d'en parler, y compris dans les aspects les plus matériels, parce que je trouve que c'est important. Alors, j'ai pensé faire un peu... Je vais revenir quand même sur une des thèses centrales du livre. Et puis après, je vais plutôt parler de la relation entre architecture et urbanisme. Ce qui ne veut pas dire architecte et urbaniste, ce n'est pas simplement un conflit de profession, mais c'est un débat sur les champs respectifs de ces deux disciplines, de ces deux approches de l'espace. Et donc, en partant en gros de la Renaissance et en allant jusqu'à la période contemporaine. Donc je vais simplement présenter un peu la thèse centrale du SNI, et puis après développer ces relations en parlant de la Renaissance et du baroque, de l'expérience haussmannienne, de ce qui s'est passé dans les années 20, avec un certain retour de l'architecture dans la façon de penser la ville et d'agir sur la ville. Qu'est-ce que c'est que l'urbanisme moderne? Comment on peut l'analyser? Et puis les débats actuels en prenant un certain nombre de personnalités ou de courants d'idées, notamment le new urbanisme américain. Il se trouve que je fais un travail en ce moment avec Stéphane Sadou, qui est un collègue du laboratoire. On fait un travail d'entretien avec Andrés Duhani et Elisabeth Platter-Siberck, qui sont un des grands cabinets de new urbanisme aux États-Unis. Donc ça, c'est une chose qu'on va poursuivre. Mais il y a une première lecture dans ce livre. Voilà. Donc je vais faire les choses comme ça. Si vous avez envie de poser des questions, de m'interrompre, ça ne me pose aucun problème. Dans ce livre, c'est pas un livre sur l'histoire de la ville. C'est pas un livre, par exemple, sur la différence entre métropole, ville diffuse, ville, périurbain, même si ces questions-là sont traitées dans le livre à certains moments. C'est un livre sur l'urbanisme. C'est un livre d'histoire de l'urbanisme. C'est pas un livre d'histoire de la ville. C'est-à-dire, c'est un livre sur une façon de lire, de comprendre ce que c'est qu'une ville, ce que c'est que les transformations de la ville, et c'est aussi un livre sur la manière dont cette discipline et ce métier, cette discipline scientifique et ce métier, il y a des débats d'ailleurs pour savoir si c'est une discipline scientifique ou pas, envisagent la transformation de la ville, comment ils agissent sur la ville. Mais c'est vraiment regarder l'histoire d'une discipline scientifique particulière, j'emploie des mots peut-être un peu forts, et puis d'un mode d'action sur la ville particulier. Il y a peu de choses sur la géographie urbaine, par exemple. Il y a quelques allusions sur les sociologues urbains quand ils entrent en rapport avec les architectes, notamment à partir de 1950.
Et donc c'est essentiellement un livre qui parle des urbanistes ou des gens qui sont très proches de l'urbanisme et de la manière dont, à différents moments de l'histoire, ils envisagent la ville, comment ils la pensent, à partir de quels éléments de la ville ils la pensent, quels éléments ils privilégient pour comprendre la ville et ses transformations et comment ils agissent dessus. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis parti d'une idée qui est une idée personnelle. J'étais très peu convaincu de la distinction qui a été faite par François Chouet dans son livre Utopie et réalité dans différents textes sur la différence entre culturaliste et progressiste. D'un côté, les gens, je caricature, hein, excusez-moi, les gens qui défendent le patrimoine, et de l'autre côté, ceux qui sont pour le progrès technologique, le développement de la ville. Il me semblait que c'était un peu une caricature, et d'ailleurs, elle le dit elle-même, elle le dit qu'il faut, dans un article, elle dit qu'il faut dépasser cette dichotomie, et puis elle n'a fait que, après ce livre, traduire Camillo Sitt, traduire Gustavo Giovannoni, faire un livre sur les mémoires d'Haussmann. Enfin, elle n'a fait que s'intéresser à des personnes qui étaient des personnes qui ne rentrent pas tellement dans cette catégorie. Donc, je suis parti plutôt d'une division en 3 modèles d'urbanisme. C'est-à-dire, quand je dis un modèle d'urbanisme, c'est quelles sont les valeurs. Une valeur, c'est une valeur culturelle. Quels sont les principes plutôt techniques et puis quelles sont aussi les règles, parce que ça se traduit par des règles ou des normes, que les architectes, les urbanistes, les paysagistes, d'autres acteurs de la production urbaine ont dans leur tête quand ils pensent la ville, quand ils pensent les transformations de la ville et quand ils agissent sur la ville. Et donc je suis parti de l'idée qu'il y avait 3 modèles. Celui de la ville régulière. Alors, quand on parle de la ville régulière, ça veut dire la ville, mais ça renvoie aussi à une architecture qui est fondée sur des principes de type géométrique. Hein. Par exemple, les fenêtres sont plus hautes que larges, et puis ça se décline dans toute une série de champs. Je vais revenir là-dessus. Et on assimile toujours ça à Haussmann. Or, c'est né avant, ça, on le sait quand même, ça naît à la Renaissance, même s'il n'y a pas vraiment beaucoup d'expérience d'urbanisme à la Renaissance, il y a plus des productions architecturales. Et ça se traduit beaucoup dans l'urbanisme classique, l'urbanisme baroque. Et il y a des exemples, par exemple Turin, c'est un exemple intéressant d'une ville qui s'étend et se restructure selon ces principes-là. Après, il y a l'expérience d'Haussmann à Paris, qui s'est déclinée dans beaucoup de villes françaises, et puis même en dehors de la France. Et puis après, il y a Cerda, qui est assez différent. Et j'insiste sur ces 3 expériences, parce qu'elles sont dans 3 contextes politiques différents. Hein, la société absolutiste de l'Ancien Régime, le Second Empire qui n'est pas une société absolutiste, qui est un empereur qui est élu au suffrage universel, qui devient empereur et qui agit dans un monde qui est un monde devenu capitaliste, donc avec des investisseurs privés qui sont autonomes par rapport à lui. Et puis Cerda, c'est plutôt un réformiste social qui commence à s'intéresser à l'amélioration des conditions de vie de la classe ouvrière à Barcelone. Et donc, même s'il est plus compliqué que ça. Et donc, on a un modèle qui se décline de manière différente, mais un modèle assez semblable dans ces 3 expériences. Même s'il y a des différences, il y a des principes qui restent les mêmes. Par exemple, les tracés de voirie, c'est un peu la même chose. Le deuxième modèle que j'ai développé, c'est celui de la ville organique, qui est un peu une réaction contre ce premier modèle. L'idée de la ville régulière, c'est que c'est la même organisation de la ville qui doit s'appliquer quelles que soient les caractéristiques de la ville. La ville organique, c'est une réaction par rapport à ça, c'est une prise en considération des spécificités des territoires, des spécificités de l'histoire des territoires. Et c'est aussi un modèle qui introduit des nouvelles questions, dont celle du logement, qui n'était pas intégrée par Haussmann dans l'urbanisme. Et puis après, j'ai parlé de la ville moderne, mais au sens de la ville pensée et produite par les congrès internationaux d'architecture moderne, et ce qui a découlé des congrès internationaux d'architecture moderne, parce qu'on peut parler de la ville moderne qui naît à la Renaissance et qui vient jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent qu'Haussmann, c'est déjà un moderne. Moi, je pense que ça pose problème parce qu'on est sur des modes d'organisation de la ville qui sont radicalement différents. Quand on découpe la ville en îlots qui font 100 mètres par 200 mètres, on ne les coupe pas en secteurs qui font 1 km par 2 km. Les conséquences sur le fonctionnement de la ville sont radicalement différentes, donc je pense qu'on ne peut pas assimiler les choses. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était important
de préciser les choses, et puis donc de limiter le nom de modèle de la ville moderne à l'urbanisme des SIAM et de ce qui découle des SIAM. Alors c'est assez compliqué parce que les SIAM c'est plus diversifié, je l'ai dit, et puis en plus les gens qui ont mis en œuvre les principes de l'urbanisme moderne en France dans les années 50, ce n'étaient pas des modernes, c'était des gens de l'école des beaux-arts. C'est un grand paradoxe. Les gens qui étaient dans les SIAM, les Français qui étaient dans les SIAM n'ont pratiquement rien produit, sauf à Sotteville-les-Rouen, où Marcel Lotz a fait un quartier, mais c'est une des rares expériences où on a vu dans la fabrication de la ville une implication des architectes qui étaient membres des SIAM. Il y a l'URSA à Maubeuge, enfin il y a très très peu d'expériences où les gens des SIAM étaient actifs dans cette fabrication. Voilà. Donc j'ai développé ces 3 modèles. Je ne sais pas si je vais rentrer dans les détails, si vous regarderez le PowerPoint si vous le voulez. La ville régulière, j'en ai dit déjà beaucoup de choses. Je vais ajouter une chose. Ce qui m'intéresse aussi, c'est le rapport à l'histoire. Le rapport à la ville qui a précédé le moment où émergent ces théories. Et en fait, on a tendance à dire, il y a des gens qui sont pour la tabula rasa, puis d'autres qui veulent tout conserver. La ville régulière, c'est quand même un moment, alors ça dépend des gens, mais par exemple, quelqu'un comme Cerda, c'est quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas restaurer le centre-ville selon les mêmes principes que l'extension de la ville. Il dit que dans le centre-ville, il faut être très précautionneux des formes de la ville de Barcelone et qu'il faut faire quelques percées, mais il n'envisage absolument pas, il y a des citations très claires là-dessus, il n'envisage absolument pas de restructurer la ville sur la base des principes de la ville régulière. Otto Wagner, à Vienne, il est à peu près sur la même position. Il envisage une extension au-delà du ring, il envisage des interventions dans le centre-ville, mais ce n'est pas les mêmes règles qui s'appliquent dans les deux cas. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc on est plutôt dans une logique d'intégration de la ville historique dans la ville nouvelle qui se crée. Et quand vous vous promenez à Paris, il y a des morceaux du Paris qui est avant le 19e, qui font partie de la ville d'Haussmann. Il y a des éléments de soudure qui expliquent les choses. Voilà. Sur la ville organique, vous avez des gens qui sont cités, Camille Aucite, par exemple, qui est le premier à avoir fait un travail d'analyse de la ville historique. Marcel Poët et Pierre Lavedan, qui sont les fondateurs du premier institut d'urbanisme en France à Paris. Mais aussi les gens, par exemple, qui ont produit les cités-jardins, côté des architectes des cités-jardins comme Raymond Douin, sur lequel je reviendrai. C'est quand même des gens qui expliquent que c'est l'histoire qui doit guider le projet de transformation de la ville. Ils imaginent qu'il y a une évolution, et quand ils ne parlent pas d'histoire mais d'évolution, et une évolution, ça veut dire quelque chose qui est continu. C'est-à-dire qu'il faut inscrire les projets de transformation dans cette histoire. Et il faut tenir compte de la spécificité des lieux. Donc, par exemple, c'est très clair chez CITE, chez eux, ils vont développer des techniques pour comprendre comment est organisée la ville historique, notamment la ville médiévale. Ils vont relever les choses pour comprendre, c'est le travail de Camille Aucite, comment les places sont organisées, pourquoi elles sont fermées, quel est le rapport entre la largeur et la longueur. Ils vont redessiner un certain nombre de places des villes italiennes ou des villes allemandes, par exemple, pour comprendre comment l'espace est structuré. On trouve la même chose chez Lavedan ou chez Poët. Donc là, vraiment, la ville historique, quand je dis la ville historique, c'est la ville qui nous a précédés, c'est une source d'inspiration. Et on va chercher des principes qu'on va essayer de réappliquer dans le projet d'urbanisme ou d'architecture. Et cette façon de penser de la ville a été reprise en Italie par les gens de l'école dite de la typomorphologie, qui comprend l'école romaine et la Tendenza. Donc vous avez les noms ici, Saverio Muratori, Gianfranco Caniggia, Emonino, Aldo Rossi, il y en a d'autres, Gregotti peut être placé aussi dans cet endroit-là, avec des différences qui sont des différences assez sensibles. Il ne faut encore pas mettre tous ces gens dans le même panier. En France, par l'école du projet urbain, Paneret, Mangin d'un côté, De Villers, Potsdam Park, qui ont des points de vue assez différents, qui traitent des questions qui sont assez différentes. Et puis aux États-Unis, par le courant du New Urbanisme, qui rentre un peu par une question un peu différente, c'est la restructuration des espaces périurbains
à partir du modèle de la cité-jardin, la Garden City, sur lequel je reviendrai, mais il y a beaucoup de proximité avec la façon dont Panneray, Mangin ou De Villers, où les Italiens pensent la ville. Sur la ville moderne, je vais juste dire 2 ou 3 choses. La première chose que je veux dire, c'est que, alors, surtout quand on lit la Charte d'Athènes, Le Corbusier, on a une volonté de dire avant nous, avec brutalité, avec méchanceté, avant nous, rien n'était valable. Hein. Le Corbusier dit par exemple que Camilo cite, il fait l'apologie du chemin des ânes, alors que lui, il est pour le chemin des hommes, ce qui est quand même un propos un peu dur. Il dit de la cité-jardin que c'est quelque chose d'absolument abominable parce que ça met les gens dans des maisons individuelles et que ça favorise l'individualisme capitaliste. Il a ce genre de propos très, très véhéments parce qu'il fait l'apologie de la rupture et il imagine qu'avec l'industrie, avec le progrès technique, il faut envisager quelque chose qui soit radicalement nouveau. Et ça, c'est un point de vue assez différent de tous ceux qui ont été précédés avant. Il veut faire vraiment table rase du passé. Enfin, il l'affiche. Après, dans la réalité, c'est plus compliqué que ça. Donc, cette volonté de rupture est une volonté qui est une volonté très importante. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est nouveau par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Hein. Et donc, ça a donné, notamment en France, c'est moins vrai dans les autres pays européens, c'est moins vrai dans d'autres pays en dehors de l'Europe, ça a donné une expérience qui est une expérience assez particulière à travers les grands ensembles, même si les grands ensembles, ce n'est pas l'application à la lettre de ce qui est écrit dans la Charte d'Athènes. Voilà. Donc, je suis parti de ces 3 modèles, et là, ce qui m'intéresse, c'est de revenir un peu sur cette histoire, en vous parlant de gens qui sont des gens qui ont des positions un peu intermédiaires, et en essayant de préciser les choses, parce que là j'étais un peu abstrait, mais rentrer dans des choses un peu plus concrètes. Et donc regarder du point de vue des relations entre urbanisme et architecture, ou architecture et urbanisme. Alors, si on pense à la Renaissance, c'est à ce moment-là, alors, bien sûr qu'il y a l'époque romaine, bien sûr qu'il y a l'époque grecque, bien sûr qu'il y a des traités d'architecture chez les Romains, mais en ce qui concerne notre histoire récente, c'est quand même à ce moment-là que se formalise un certain nombre de choses qui vont fonctionner jusque dans les années 40. Et donc, l'architecture de la Renaissance, c'est aussi la naissance du métier d'architecte. Hein. Le métier d'architecte se distinguant d'autres métiers, comme celui de charpentier, comme celui de maçon, comme celui de sculpteur. Il commence à y avoir un certain nombre de gens qui pensent que l'architecture c'est un métier spécifique, que l'architecte c'est un métier spécifique et que l'architecture c'est une activité spécifique par rapport à d'autres activités de fabrication des bâtiments. Et donc la grande idée qui émerge à ce moment-là, notamment avec la publication d'un certain nombre de traités, dont celui d'Alberti, c'est l'idée que l'architecture ne découle pas de la sophistication des procédés constructifs, ça c'est un charpentier, il sait faire ça, un maçon doit faire ça, mais d'un certain nombre de principes qui sont codifiés, qui sont écrits dans des traités, qui sont des traités théoriques, et qu'on va essayer de respecter après. Ça, c'est quelque chose de nouveau, comme c'est assez nouveau qu'on fasse un plan avant de construire un bâtiment, notamment un plan global. Cette chose va commencer à se formaliser. Ce n'était pas le cas jusque-là, quand on a construit les cathédrales. Ça durait 300 ans, il y avait une conception d'ensemble, mais on avait plutôt des plans qui étaient des plans particuliers. Et donc, ces idées, elles sont représentées sur cette image, qui est l'image de la città idéale, et la ville idéale, qui est au musée d'Urbino en Italie. Et ce tableau, qui est un petit tableau, si vous aimez la ville, il faut aller voir ce tableau un jour au musée d'Urbino, c'est quand même un moment assez émouvant. Quand je l'ai vu 2 fois, ça m'a beaucoup touché, mais on voit un certain nombre de principes qui sont des principes géométriques. Les bâtiments se coupent à angle droit, les façades des bâtiments, il y a un angle droit. Les fenêtres sont régulières, elles sont à peu près toute la même taille, étage par étage, elles sont disposées de manière régulière sur la façade.
Quand on regarde ce bâtiment, les autres aussi, ils sont organisés à l'intérieur, à l'extérieur, de manière équivalente de part et d'autre d'un axe symétrique qui passe par la porte d'entrée. La porte d'entrée est magnifiée plus la construction devient importante. Enfin, bon, il y a un certain nombre de principes qui sont les principes qui vont réglementer l'architecture jusqu'à la période moderne. Donc ces principes sont des principes géométriques, sont des principes de rapport entre une largeur et une hauteur, de régularité. Il y a un rythme sur l'organisation de la façade, des principes de symétrie, des principes de géométrie, enfin c'est des règles qu'on trouve ailleurs. Contrairement à ce qu'on pense, la Renaissance n'est pas un moment important de fabrication de la ville. C'est Gianfranco Caniggia qui a fait toute une série de travaux sur Florence qui explique ça très bien. La ville de Florence dans laquelle on se promène, c'est une ville médiévale. Les monuments auxquels on est le plus attaché quand on visite Florence sont des monuments de la Renaissance, mais la ville est une ville médiévale et la Renaissance est une période de crise. La richesse de Florence s'est faite avant. Et donc, comme il y a eu crise, on a pu démolir des morceaux importants de la ville de Florence pour y implanter des palais, c'est ce qu'il dit. En tout cas, il explique que derrière les monuments de la Renaissance, ce qui lui l'a surpris quand il est venu enseigner à Florence, c'est la beauté de la ville, qui est issue de la période romaine et du Moyen-Âge qui existait. Donc il y a peu de villes à la Renaissance qui ont été fondées selon ces principes-là. On va retrouver ces principes plutôt à la période baroque, donc plutôt à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Et de ce point de vue-là, Turin, c'est un exemple qui est un exemple paradigmatique, caricatural, si vous voulez. Et donc, c'est une ville qui est organisée selon des principes. Les voies sont continues, elles ont la même largeur tout au long de leur tracé, elles sont rectilignes, les bâtiments sont implantés sur la limite entre l'espace public et l'espace privé, il y a une continuité des façades, enfin bon, on retrouve un certain nombre de choses qui sont des choses qui sont issues de ce que je viens de dire. Et donc, l'image qu'on peut avoir de l'urbanisme baroque, c'est une différence avec l'art baroque, c'est l'image de quelque chose qui est très géométrique, très régulier, excessivement régulier. Turin, il n'y a pas une façade il y a une façade qui n'est pas droite. C'est le palais Carignano, c'était la seconde famille après les ducs de Savoie, donc eux, ils ont le droit de faire des choses droites, mais tout est rectiligne et c'est une ville d'une grande uniformité. Donc voilà, il y a un premier principe, et la caractéristique de cette première expérience de ville régulière, c'est que les façades sont dessinées par des architectes et les immeubles se posent derrière les façades. Et vous voyez l'apparition d'un certain nombre d'arcades qui montrent le statut assez ambigu à la fois de la façade et des rez-de-chaussée, puisque les passages sous les arcades sont des passages publics, même s'ils sont sous un bâtiment qui est un bâtiment privé. Mais en tout cas, l'idée, c'est cette continuité, et au moins dans un premier temps, l'architecture, parce que c'est vraiment une architecture, c'est dessiné par des architectes, c'est ça la grande différence avec Haussmann. Il y en a plusieurs qui sont connus, plus ou moins, mais Amedeo di Castelmonte, c'est celui qui fait les plans d'extension de Turin. Juvara et Guarini sont plus connus. Juvara surtout pour Turin, mais Guarini est un architecte baroque qui a travaillé ailleurs. Quand ils font des bâtiments, les bâtiments se plient à la règle du plan d'urbanisme. Et par exemple, vous avez là un exemple, l'église San Lorenzo, qui est une église de Guarini, elle n'a pas d'ouverture sur la rue. Il faut passer sous une colonnade pour trouver l'ouverture. Elle est cachée, il faut les cacher derrière les façades. Donc c'est bien l'idée que l'architecture est assujettie au plan d'urbanisme. Là, vous avez aussi un exemple assez intéressant pour montrer cette continuité de la ville. Quand il y a une rue qui est perpendiculaire à une rue principale,
il y a un système d'arcade qui se poursuit et qui ferme la rue, qui coupe la rue principale. Donc on est dans cette idée que la façade, il y a une continuité, que cette continuité, c'est ça qui fait la qualité urbaine, ce qui est assez différent du modèle haussmannien. Et donc on connaît les architectes qui dessinent la ville de Turin. On a leur nom, hein, alors qu'on n'a pas le nom des architectes qui ont dessiné le Paris haussmannien, où il y en a un grand nombre qui l'ont dessiné, mais on n'a pas leur nom. Donc on est bien dans un modèle où c'est l'architecte qui dessine la ville, hein, c'est l'architecte qui a à la fois des compétences en termes de réalisation de bâtiments, mais aussi en termes de définition de l'espace public, etc. etc. Ça intervient dans un contexte particulier, c'est-à-dire que dans une monarchie absolue, quand on veut faire venir des aristocrates à Turin, ils venaient de Savoie, ils ont dû traverser les Alpes, on peut leur imposer d'habiter là. Et on peut leur imposer de prendre l'architecte qu'on a choisi. Parce que les aristocrates, dans une société d'Ancien Régime, leur rôle social dépend de la participation à la cour du duc de Savoie, à la cour du roi de France. Si le roi les expulse, ils n'existent plus, qu'ils soient riches ou pas riches. Ils n'ont pas d'autonomie par rapport au souverain. Ils sont dans une relation d'homme à homme. Et donc c'est dans ce cas-là qu'on peut avoir un architecte qui dessine la ville dans sa globalité. J'insiste aussi sur le fait qu'à cette époque-là, métier d'ingénieur, métier d'architecte, c'est des choses qui sont très proches. Il n'y a pas encore la division qu'il y a eu par la suite. L'expérience haussmannienne est une expérience radicalement différente. Elle intervient deuxième moitié du XIXe siècle. Donc il s'est passé, il y a eu la Révolution française entre-temps, il y a eu des révolutions en 1848 dans toute l'Europe, donc il y a un changement politique important. Le capitalisme est né. Les gens qui vont construire les immeubles, ils tirent leur légitimité sociale du fait qu'ils font des affaires. Ils sont investisseurs. Ils payent leurs bâtiments. Hein. Donc on ne peut pas leur imposer les mêmes choses qu'un aristocrate de l'Ancien Régime. On est dans un rapport différent entre le pouvoir politique et le pouvoir économique et entre les acteurs publics et les acteurs privés. Et en fait, l'expérience d'Haussmann, c'est une expérience intéressante dans un contexte où on a un régime politique autoritaire. Hein. Le Second Empire, c'est un régime autoritaire, mais ce n'est pas un régime absolu. C'est une grande différence. Et donc, comment on peut continuer à faire la ville régulière dans ce contexte-là? Et donc, c'est un partage des responsabilités entre la puissance publique qui dessine le système viaire, qui dessine les parcs publics. Quand on dessine le système viaire, qu'on choisit d'avoir des voies qui sont tous les 100 mètres ou tous les 200 mètres, on définit les îlots qui vont accueillir les bâtiments. Hein, donc on découpe le sol, qui installe des réseaux d'eau et d'assainissement, qui aménage des trottoirs sur les voiries, enfin toute une série de choses de cette nature-là, mais qui ne s'intéressent pas à l'architecture et à la construction des bâtiments. Ça, c'est de la responsabilité du privé. Donc, c'est tout un travail sur tout ce qui n'est pas le bâtiment. Il y a quelques monuments importants sur lesquels Napoléon III a choisi les architectes, mais ce n'est pas un travail d'architecture. C'est penser la ville à partir du dessin des espaces publics, à partir du dessin des tracés viaires et à partir du découpage du sol. Et on fait des parcelles assez petites, on fixe des règles qui font que les bâtiments haussmanniens ont un aspect qui est souvent le même. Hein. Notamment, on a un règlement qui impose de construire à l'alignement, sur la limite entre l'espace public et l'espace privé. Hein. Le bâtiment, c'est le mur de la rue, et on construit aussi en mitoyenneté, vous le voyez sur cette image-là, un îlot, c'est fait de plusieurs parcelles, mais les bâtiments doivent se toucher. Donc l'îlot d'Haussmann, c'est un îlot fermé. Hein. Voilà, donc c'est un modèle de ville régulière, mais c'est une ville beaucoup plus éclatée, fragmentée que la ville baroque. Hein, chaque ensemble d'immeubles est autonome et séparé du reste du tissu urbain.
Alors il y a des passages, il y a des exceptions, mais en gros les grands principes sont ceux-là. Il y a aussi une pensée très forte sur les espaces verts, les plantations et les parcs. L'espace vert, c'est un langage des années 50. Notamment fait par un des principaux collaborateurs d'Haussmann, qui est Adolphe Alphand, qui construit toute une pensée sur les parcs et jardins, sur les différents espaces verts qu'on introduit dans la ville, espaces de nature, et qui, contrairement à ce qu'on dit, ne fait pas l'apologie des tracés réguliers par rapport aux tracés irréguliers. Il connaît très bien le jardin à l'anglaise, avec ses tracés irréguliers, et il propose, dans le tracé des parcs ou des jardins publics, un mixte. Le Dantec, qui est une grande histoire des paysages, parle d'un style composite, un mélange des deux. Donc là, on voit aussi que ces gens-là sont capables de pratiquer l'extrême régularité dans le réseau viaire et quelque chose de beaucoup plus nuancé sur l'espace vert. De la même manière, François Choix a montré, par exemple, que sur la question de la conservation du patrimoine, Haussmann casse à la fois beaucoup de choses, mais défend d'autres choses, donc il est beaucoup plus, son jugement est beaucoup plus nuancé. Voilà. Je vais très vite. Sur Cerda, je ne vais pas dire grand-chose, mais quand même que c'est lui qui définit le premier l'urbanisme. C'est lui qui donne la première définition de l'urbanisme, qui est une définition intéressante parce qu'il dit deux choses. D'une part, c'est l'ensemble des actions tendant à grouper des constructions et régulariser leur fonctionnement, donc l'implantation des constructions, la desserte par les voiries. Il renvoie bien à la même pensée que la pensée haussmannienne. Et que donc c'est une entrée par les formes urbaines. C'est une entrée par les formes matérielles de la ville. C'est ça qui fait que l'urbanisme, ce n'est pas la sociologie urbaine ou la géographie urbaine. Mais il dit que, c'est la deuxième partie de sa définition, quand on fait ça, on doit se préoccuper des conséquences sociales et économiques de ces actions. Mais on ne rentre pas sur la ville par la question de la ségrégation, de la participation, du développement économique. On rentre par la question des formes matérielles de la ville, de l'organisation du territoire physique. Donc, il nous permet de répondre à un certain nombre de questions que tout le monde se pose de manière lancinante depuis des années. Cerda, c'est très très intéressant, avec toutes les évolutions qu'il y a eu. C'est un des rares personnages qui a transformé Barcelone. Là, vous avez le centre-ville de Barcelone, vous avez l'extension qu'il a produit, qu'il a dessinée. Donc vous voyez l'importance de ce projet par rapport à une ville comme Barcelone. On ne voit plus jamais des projets de cette ampleur-là. Et en même temps, il a produit une production théorique ennuyeuse à lire, mais très abondante et intéressante quand même. Cerda, c'est un personnage un peu particulier et il réintroduit la question du logement et de l'amélioration des conditions de vie des ouvriers dans sa pensée, alors qu'Haussmann, le logement pour lui, c'est l'affaire du privé, et il n'y pense pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, notamment à Paris? C'est les ingénieurs qui prennent le pas sur les urbanistes, sur les architectes. Il n'y a pas encore le métier d'urbanisme, mais ceux qui font l'urbanisme, c'est plutôt les ingénieurs. Ce n'est pas une volonté d'Haussmann, c'est que les architectes n'ont pas joué le jeu que voulait leur faire jouer Haussmann. Notamment, ils n'ont pas voulu devenir des membres de l'administration préfectorale qui dirigeait le département de la Seine. Ils ont voulu garder leur statut d'artiste et de profession libérale, et de cette manière-là, ils sont marginalisés dans le processus d'organisation de la ville. Haussmann avait la volonté d'avoir des architectes parmi ses collaborateurs. Il n'a pu recruter que des ingénieurs à cause de ce débat sur le statut de l'architecture. Est-ce qu'on peut avoir une architecture publique, une architecture de fonctionnaire, ou est-ce qu'on est profession libérale? Voilà. Donc, ça, c'est le premier moment. Et donc, je montre quand même que dans la ville régulière, il y a une grande différence de la place de l'architecte dans la fabrication de la ville, entre la ville baroque et Haussmann, par exemple. Cerda, il est ambigu, il est à la fois ingénieur et architecte, ou ingénieur avec des qualités d'architecte, mais quand on regarde ce qu'il a produit sur Barcelone, il y a quand même très peu. Il y a des réflexions sur les typologies bâties, est-ce qu'il faut des maisons, est-ce qu'il faut des immeubles collectifs, mais il n'y a pas vraiment de dessin d'architecture. Alors, les années
début du XXe siècle, hein, avec toutes les expériences d'urbanistes qui ont plutôt une connotation sociale, des gens qui parlent de la ville organique, c'est un moment où les architectes réinvestissent le champ de la ville, le champ de la fabrication de l'espace urbain, et essayent de coupler une réflexion sur le logement, notamment le logement pour les pauvres, et puis une question sur la ville. Donc, il commence à bousculer la séparation qu'avait établie Haussmann entre l'architecture, donc le logement, même si l'architecture, c'est pas le logement, c'est pour le privé, et puis l'espace public, l'urbanisme, les espaces verts, c'est pour le public. Et on trouve toute une série d'expériences qui sont des expériences intéressantes, que je passe en revue dans le livre, notamment l'expérience de la Garden City, en Angleterre, qui, après des déclinaisons différentes en France, en Allemagne, au Brésil, je ne vais pas citer tous les pays, dans les colonies françaises ou les colonies portugaises, en Afrique, des déclinaisons qui sont assez différentes, mais la Garden City, c'est le moment de réfléchir à trois choses. D'une part, notamment, si on pense plus à Raymond Unwin qu'à Ebenezer Howard, qui est le fondateur des Garden City, donc à l'architecte des Garden City. Howard, c'était un militant, hein, il n'avait aucune formation d'urbaniste. C'est un moment important pour réfléchir à l'idée du logement individuel minimum, ou ça peut être un logement avec deux familles, qui pourrait permettre d'offrir des bonnes conditions de logement aux ouvriers, aux couches populaires. C'est aussi un moment important sur l'organisation de groupes de maisons. Hein. L'unité de base qui va faire la ville, ce qui manque, par exemple, jusque-là, même si Cerdagne a un peu pensé, mais on va commencer à parler d'unité de voisinage, c'est-à-dire la structure spatiale du quartier. Comment il faut grouper les maisons pour accueillir des équipements, des commerces, et comment ça va être une espèce d'unité de base de la vie, la vie sociale et de la vie urbaine. Et puis, donc, il va y avoir à la fois l'unité de voisinage, puis quelque chose de plus, à une échelle plus petite, qui est le close. Hein, comment on peut grouper les constructions autour d'un espace collectif, un commun, comme on dit aujourd'hui, et comment il faut dessiner ça. Et dans les deux plans que vous avez, là, les closes de Hampstead Garden Suburb, et ça je ne sais pas où c'est, dans une des expériences qu'a fait Haussmann, la pratique des irrégularités, donc il y a une critique de la régularité, on imagine pratiquer l'irrégularité, mais à la fois Camille Ossite, qui a été le premier à en parler, et Unwin, dit qu'il faut faire très attention avec les irrégularités. On a le droit de le pratiquer que quand on veut créer, par exemple, des effets le long d'une route pour créer une placette, hein, au niveau d'un carrefour, parce qu'au niveau d'un carrefour, il se passe quelque chose qui n'est pas simplement de la circulation, ça peut être un lieu de rencontre. Quand il y a une trace de la géographie, une courbe de niveau, par exemple, et quand il y a une histoire qui a laissé une trace dans le territoire. Mais autrement, on n'a pas le droit de faire de l'irrégularité pour l'irrégularité. Et tous les gens qui ont des tracés plutôt pittoresques expliquent en permanence que l'irrégularité, il faut vraiment y aller avec beaucoup de précautions. Alors qu'on a cette idée-là que c'est la courbe contre la droite, le cercle contre le carré, enfin, je veux dire, moi j'ai encore pas rencontré de gens qui ont écrit des choses sur l'irrégularité, on peut la pratiquer comme on veut, c'est la grande liberté et c'est merveilleux. Voilà, je vais pas vous lire, mais il y a l'expérience des cités-jardins en France, qui est assez différente des cités-jardins en Angleterre. Et là, sur cette analyse de la constitution, de la fabrication de la cité-jardin de Suresnes, un travail qui a été fait par Thierry Rose, on voit bien que le dessin de cette cité-jardin est parti d'abord de tracés, hein, et puis après qu'il y a eu un choix de typologie assez complexe. Hein. On a des îlots ouverts, on a des îlots en U, on a des rangées de maisons. Enfin, on voit bien qu'on a une diversité typologique et que cette diversité typologique, c'est un moyen d'enrichir les formes urbaines qu'on trouve en ville par rapport à des modèles qui sont des modèles plus uniformes comme celui d'Haussmann, qui a beaucoup de qualité. Une dernière chose que je voulais parler de cette époque-là, c'est ce qu'a fait quand même Perret au Havre. Vous n'êtes pas très loin.
vraiment aller voir le centre reconstruit du Havre, qui est maintenant patrimoine mondial de l'UNESCO. Hein. Ce n'est pas les monuments historiques du Havre qui sont patrimoine mondial, c'est le centre reconstruit. Hein. Donc c'est le patrimoine urbain, pas le patrimoine architectural, qui a été classé en tant que tel par l'UNESCO. Pérez est un personnage intéressant parce qu'il fait un plan d'urbanisme qui est un plan qui renvoie à l'urbanisme régulier, et il pratique une architecture qui n'est pas moderne, mais qui se rapproche de l'architecture moderne. Donc on voit bien qu'il est aussi dans un mixte, mais on voit bien aussi qu'il assume le double rôle, celui d'urbaniste et celui d'architecte. Il dessine la ville, hein, il fait les tracés, il fait un plan orthogonal, il définit la taille des îlots. Il y a quelqu'un dans son équipe qui se pose la question du remembrement des parcelles qui avaient été démolies, donc comment on peut regrouper les parcelles des propriétaires pour produire un îlot qui est un îlot de nature différente. Il définit un îlot ouvert, hein, qui est fait de l'association de Bar et de Tours, qui va beaucoup influencer Portzampark Park récemment. Donc, il travaille sur la structure de la ville. Et puis, il fait de l'architecture. Et dans son architecture, il explique quand même, quand il fait de l'architecture, tout ce qui le différencie de l'architecture moderne. Le Corbusier disait, il faut inventer pour un homme nouveau une architecture nouvelle. Et Perret dit, il faut s'inscrire dans une longue tradition et il faut faire une architecture nouvelle, avec des techniques nouvelles, mais qu'on aurait toujours vues, auxquelles on serait habitué. Hein, et puis donc, il fait des fenêtres qui sont plus... Il n'y a pas de fenêtres bandeaux, il y a des fenêtres plus hautes que larges. Il y a des toits terrasses, mais il y a des débords de toit, sauf peut-être dans ce projet-là qui est montré là. Il y a des colonnes qui soutiennent les dalles. Enfin, il y a un certain nombre de références à un langage formel qui est un langage formel de type classique, hein, qui a été enseigné dans les écoles des beaux-arts. Mais il pratique particulièrement bien la technique du béton armé, et ces bâtiments tiennent plutôt bien, même s'il y a des problèmes de corrosion des fers qui sont dans les murs et qui font exploser les bâtiments. Voilà, donc on voit bien qu'à cette époque-là, on a encore des architectes qui réinvestissent, qui se positionnent par rapport à Haussmann, qui interviennent sur l'architecture, mais aussi sur l'urbanisme. Il y a des expériences qui sont des expériences intéressantes. Moi, c'est ces moments-là qui m'intéressent le plus, vous l'avez compris, plutôt que les moments où on est dans le tout blanc, tout noir. L'urbanisme moderne, Carlo Emonino, qui a écrit un livre qui s'appelle Il significato della città, la signification de la ville, il dit que c'est une réduction résidentielle des problèmes urbains. Hein, c'est-à-dire ramener la question de l'urbanisme à une question d'organisation des logements, et des logements ayant des qualités résidentielles. Et donc, qu'est-ce que dit Le Corbusier dans la Charte d'Athènes? Moi, je pense qu'il y a deux choses importantes. La première chose, c'est qu'il pense une autre organisation de la circulation. Hein, il explique qu'avec l'invention de la voiture, il faut qu'on roule vite en ville et qu'il ne faut pas qu'il y ait des croisements tous les 200 mètres qui vont nous arrêter. Il faut qu'il y ait une fluidité de la circulation. Hein, c'est à ce moment-là qu'on pense la circulation sur le modèle des réseaux d'eau, des réseaux d'égouts. Hein, il faut que l'eau s'écoule, que la circulation s'écoule et qu'il y ait un bon écoulement, une bonne fluidité de la circulation. Si ça s'arrête dans un égout, les tuyaux explosent, donc c'est pas bien du tout. Et donc pour ça, il dit qu'il faut desserrer la maille qui structure la ville. Il faut éloigner les croisements les uns des autres. Et donc, vous l'avez dans les différents dessins qui sont là, un dessin qui apparaît dans la ville radieuse et qui est utilisé pour le plan de Chandillard, le projet de Marcel Klotz à Sotteville-les-Rouen, qui est un des rares projets de reconstruction fait par un moderne membre des SIAM, et qui va servir un peu de base à l'organisation de tous les grands ensembles en France. Hein, ce sera évoqué par François Parfait, qui est le patron de la SET, qui fait les grands ensembles comme étant la référence. Il a été d'abord à Rouen, il a travaillé à Rouen avant de faire les grands ensembles sur l'ensemble de la France. Et puis il a des projets plus récents à Grenoble qui sont faits par Michel Stenbach de l'AUA, qui ont été dessinés dans les années 70. Donc on dessert la maille. Hein.
Et à l'intérieur de la maille, on organise des quartiers, des secteurs, hein, des secteurs d'urbanisation, et on essaye d'éloigner les bâtiments de la rue, hein, parce qu'il y a des bruits. On essaye aussi de les positionner par rapport au soleil, c'est le principal critère. On refuse la règle d'alignement et on retourne les quartiers vers leur intérieur, hein. On met des équipements au cœur des quartiers, des commerces, des écoles, des crèches, des espaces verts, et on imagine que c'est ça qui est valorisé, alors que dans un bâtiment haussmannien ou dans un bâtiment du 19e, c'est l'extérieur, la façade extérieure qui est valorisée. Donc il y a une espèce de retournement de l'îlot haussmannien, et en plus à une échelle qui est totalement différente. Si je prends les mailles de ce plan, elles font 1 km par 1 km. Donc on tourne autour d'un îlot à pied, mais on ne tourne pas autour d'un secteur. Donc voilà, ça c'est une question très importante, hein. La circulation. On pense toujours que l'urbanisme moderne, il est fonctionnaliste. Moi, je dis toujours la circulation, c'est la base. Cette façon d'organiser la circulation est reprise, par exemple, dans tous les grands ensembles, à partir de l'exemple de Sotteville et Rouen, et ça reste tout le temps. Il y a des choses qui bougent dans les grands ensembles, mais l'idée qu'on tourne autour des grands ensembles avec un ensemble de voies et qu'on rentre dans les grands ensembles avec des impasses et qu'on ne peut pas traverser en voiture les grands ensembles, c'est un principe de base qui sera conservé pour tous les grands ensembles français. C'est aussi un principe qui sera utilisé dans les villes nouvelles anglaises à travers un ingénieur qui s'appelle Colin Buchanan, qui a pensé aussi ce modèle-là, qui a aussi des origines du côté de la Cité-Jardin. Je ne vais pas faire trop le savant. Voilà. Ce qui est intéressant dans la ville moderne, c'est que les architectes laissent aux ingénieurs l'organisation du réseau viaire, ce qui fixe la structure de la ville, qui vont appliquer des critères techniques, des critères de circulation. La rue va devenir une voie de circulation. Et en fait, ils sont cantonnés à l'intérieur du secteur, et ils implantent les bâtiments et dessinent les bâtiments à l'intérieur du secteur, mais ils perdent le rôle qu'ils avaient eu jusque-là sur l'organisation de la ville. Même si sous Haussmann, j'ai dit que c'était plutôt les ingénieurs. Et ça, c'est une rupture importante. Voilà. Donc, le mouvement moderne, alors après, je veux dire, il y a des qualités du mouvement moderne. J'ai présenté sur l'urbanisme, quand même, y compris les grands ensembles, il y a des qualités de logement, même pour les pires d'entre eux, qui sont des qualités de logement qui sont intéressantes au niveau des espaces, de l'ensoleillement. Il ne faut pas avoir une image totalement négative de ce moment-là. Mais du point de vue de l'urbanisme, c'est quand même des gens qui abdiquent sur un certain nombre de questions et qui pensent que l'organisation de la ville, ça se réduit à des questions techniques. Et ça, c'est quand même un des grands problèmes qui se posent aujourd'hui quand on doit traiter les grands ensembles. Voilà. Donc, il y a eu après, à partir des années 80, plutôt 70 en Italie, 80 en France, il y a eu toute une série de critiques de l'urbanisme moderne. Et donc on a une résurgence, je suis un peu long, je vais arrêter, une résurgence, on a revisité toute une série de questions qui sont des questions qui avaient déjà été posées avant. Je vais vite parce que je suis trop long, je m'en excuse. Philippe Paneret, David Mongin, par exemple. L'école du projet urbain en France. Je fais 3 flashs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils remettent au goût du jour la question des tracés urbains, la question de l'organisation des réseaux de voirie et la question du découpage du sol. Ils critiquent le fait que dans les grands ensembles, le sol soit un sol qui soit indifférencié, qui accueille des bâtiments, ce qui veut dire que si on veut transformer les grands ensembles, il faut agir sur l'ensemble du quartier, et ils mettent en évidence la pertinence de systèmes où le sol est plus découpé, en parcelles, en lots, qui fait qu'on a des bâtiments qui sont plus autonomes et qui peuvent donc évoluer sans tenir compte de ce qui se passe à côté, en respectant certaines règles, mais on peut imaginer qu'il y en a un qui soit démoli et reconstruit sans que l'autre soit démoli et reconstruit. Donc ils insistent beaucoup sur cette idée de substitution d'usage, et ils montrent qu'une des qualités de la ville haussmannienne, c'est ça, de permettre
des transformations qui se font morceau par morceau, alors que le grand ensemble, on voit bien quand on fait des opérations de réhabilitation, il faut le penser dans sa globalité. Et donc, Panerai, par exemple à Grenoble, a réintroduit une logique à la fois de faire traverser les grands ensembles par un petit nombre de voies et une logique de découpage du sol pour accueillir de nouveaux programmes immobiliers. Donc on voit bien, alors tout le monde dit il veut refaire la ville haussmannienne, non. Il veut appliquer des principes qui sont les principes de la ville haussmannienne, qui sont ceux de l'organisation du réseau VR, et d'avoir des tailles d'îlots qui correspondent à une ville plutôt traditionnelle. Il ne propose pas du tout un système d'îlots fermés. Après, il y a d'autres questions qui se posent. Un autre cas de figure, c'est Portzon Park, qui a beaucoup réfléchi sur l'îlot ouvert. Il a fait toute une histoire sur les 3 âges de la ville, le fait qu'il proposait, après la ville moderne et la ville traditionnelle, un nouveau type de ville, ce qui était peut-être un peu présomptueux de sa part. Et en fait, il a beaucoup appliqué la théorie de l'îlot ouvert. Vous avez là sur ce schéma-là l'îlot fermé de la ville traditionnelle, le système de barres indépendantes de la ville moderne, et puis des îlots ouverts qui proposaient de dessiner dans ce nombre de quartiers. Et donc il a appliqué ça de manière assez intéressante dans le quartier Masséna. Alors après on peut faire des critiques, mais en gros il a appliqué un principe qui était de dire on va garder la règle d'implantation à l'alignement, sur l'alignement, limite entre espace public et espace privé, mais on ne va pas obliger à avoir des bâtiments continus. Hein. Il donne la possibilité, quand on vend un lot, les constructeurs doivent construire au plus 70% de la périphérie du lot. Hein. Et donc ils doivent laisser 30% ouvert, mais s'ils veulent laisser 40 ou 50%, ils le peuvent. Et en fait, ils jouent sur des différences de hauteur, si bien qu'ils proposent en fait une grille qui permet d'accueillir des projets architecturaux qui sont des projets architecturaux de nature différente. Et un des slogans du plan masse de ce quartier, c'était permettre la diversité architecturale et l'innovation architecturale et la créativité architecturale. Pas enfermer les gens par un règlement d'urbanisme trop draconien, mais par rapport à Paris et Haussmann, c'est une rupture. On abolit la règle de mitoyenneté, le fait que les immeubles se touchent. Le New Urbanisme aux États-Unis, je vais terminer là-dessus, c'est un mouvement intéressant qui est né fin des années 90 et qui s'est posé la question de ce qu'on appelle le sprawl, de ce qu'on appelle en France l'étalement urbain, qui a fait une analyse assez précise des raisons pour lesquelles le sprawl a émergé, hein, pour lesquelles on vit toujours plus loin des centres-villes, qu'on consomme toujours plus d'espace. C'est une première vision un peu écologique, critique écologique des conséquences écologiques de ce mouvement, et donc aussi à travers des coupes qui faisaient, des passages qui faisaient, de comprendre et de prendre en compte tous les espaces qui composent aujourd'hui la ville, hein, c'est-à-dire de la campagne jusqu'au centre-ville, et de comprendre qu'un village, les rues n'ont pas, les voies ne sont pas de la même nature que dans un espace périurbain, et que dans un espace de banlieue, que dans un espace de centre-ville, etc., etc. Donc ils font tout un travail sur le vocabulaire à utiliser, sur les codes qu'on peut mettre en place selon ces différents espaces, dans une perspective de restructuration du tissu urbain. Et dernière chose, ils envisagent, deux choses que je trouve intéressantes, c'est qu'ils font le lien entre la planification à grande échelle. Hein, ils expliquent que s'il y a eu du sprawl, c'est parce qu'il y a un déficit de planification à l'échelle des régions urbaines. Il n'y a pas un certain nombre d'orientations qui sont définies qui permettent d'organiser la ville, mais que ça ne suffit pas, qu'il faut coupler ça avec une réflexion sur les unités de voisinage, qu'ils ont développé beaucoup autour des gares, ce qu'ils ont appelé les TODS, et puis d'aller jusqu'à la réflexion sur la voie, le bloc, l'îlot, et le building, le bâtiment. Hein, donc d'avoir une réflexion des projets, de dessiner des projets qui vont de la région urbaine jusqu'au bâtiment, nous on dirait jusqu'à la bordure de trottoir.
Voilà, sur le nu urbanisme. Et donc, vous pourrez regarder, mais sur la question de l'unité de voisinage, ils partent d'une critique de celle qui a été pensée dans les Garden City, pensée aux États-Unis dans les années 40 par quelqu'un qui s'appelle Clarence Perry. Et il propose un système qui est un système moins fermé sur lui-même et plus ouvert sur le reste de la ville, parce qu'ils prennent en compte en fait toutes les activités humaines qui sont liées à la circulation et aux relations entre les quartiers. Voilà. Et donc, on voit bien, si vous voulez, la manière aussi dont ces gens-là reprennent des choses. Hein, par exemple, la réflexion sur le neighborhood unit est particulièrement intéressante. Ils reprennent ce qui a été pensé dans les années 40, mais dans un contexte qui est un contexte différent. Ils font une critique du côté trop fermé des unités de voisinage traditionnelles. Ils pensent qu'elles doivent s'ouvrir sur la ville, qu'elles doivent fonctionner avec des gens qui sont de l'autre côté de la voie, qui tournent autour du quartier. Et puis, bon, ils introduisent aussi toute une série de réflexions en termes écologiques. Voilà ce que je voulais dire, ce que j'ai présenté. Je n'ai pas tout fait. Par exemple, on pourrait s'amuser, mais c'est peut-être un élément de détail, mais à regarder aussi la manière dont on a pensé les espaces de nature dans la ville depuis longtemps, et comment aujourd'hui la question de la protection de la biodiversité nous amène soit à revisiter les solutions qui ont été préconisées, soit à inventer des choses qui sont des choses nouvelles. Voilà, je m'excuse, j'ai peut-être été un peu long, et je vous remercie pour votre attention, vous êtes tous très très sages. Tu veux? Alors, merci beaucoup, Gilles. Je pense... Ah, oui. Il fallait qu'il se chauffe. Merci beaucoup, Gilles, pour la conférence, qui était bien dense. Hein. Ok. Si on pensait se reposer, c'était pas le cas, mais c'était très intéressant et ça brassait vraiment très large, beaucoup de choses. Et dans des logiques, des manières de lire qui peuvent des fois ne pas être celles qu'on a l'habitude, nous, de connaître en école d'archi. Mais voilà, s'il y a des questions, bien volontiers, si vous en avez encore la force. Rémi. J'ai une question d'enseignant. Merci pour ce retour, et on comprend effectivement qu'il y a une histoire qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on enseigne parfois, mais en même temps parfois pour bien enseigner il faut simplifier. Moi j'utilise sans vergogne la théorie que je trouve un peu une théorie d'urbanisme pour les nuls, qui est la théorie de Christian de Portzamparc, parce que c'est très utile et les étudiants comprennent bien, H1, H2, H3. Ça permet de simplifier les choses, et en atelier, moi je leur expose tout de suite et je leur indique qu'on peut travailler avec ça et que c'est un outil. Voilà. Quel point de vue critique vous pouvez en avoir? Enfin, vous l'avez exposé comme ça, mais moi j'ai trouvé que Portzamparc était un peu génial d'avoir réussi à proposer ce résumé que tout le monde a compris, y compris les donneurs d'ordre, quoi. Mais en même temps, dès qu'on se penche un peu précisément et un peu longuement sur l'histoire des doctrines, c'est d'une simplification un peu... presque un peu trop grande, quoi. Je me suis un peu amusé, c'est pas gentil de ma part. Je trouve que c'est un peu caricatural. Enfin bon, il y a eu la ville traditionnelle, puis la ville moderne, puis maintenant il y a moi qui pense la nouvelle ville. Il y a un petit côté comme ça. Hein, bon, voilà. Mais je trouve que ce qui dit sur la différence entre l'îlot fermé, la ville moderne, c'est pas lui qui l'a inventé, il reprend des choses, mais ce qui dit sur l'îlot ouvert, particulièrement intéressant, et ce qui fait sur le quartier Masséna. Alors après, on peut critiquer l'architecture, il y a toute une série de conditions qui posent problème, mais particulièrement intéressant. Hein, je veux dire, et je pense que ça peut être très utile dans un atelier. On a besoin de choses assez simples. Mais je pense que cette réflexion sur l'îlot ouvert est intéressante. Et je trouve aussi très intéressant le débat qu'a engagé Jacques Lucan là, dans pas son dernier livre, mais je ne me souviens plus comment s'appelle ce livre. Où va la ville aujourd'hui ? Voilà, sur la différence entre îlot ouvert et macro-lot. Hein, donc le macro-lot, c'est ce qui tend à se développer aujourd'hui, c'est
un rez-de-chaussée d'activités économiques, de commerce, de choses, et puis on pose des choses différentes dessous, et ça doit être géré d'un seul tenant. Un des avantages de l'îlot ouvert de Potsdam Park, c'est qu'il permet d'une part d'associer des programmes architecturaux de nature différente, et d'autre part de les gérer de manière différente. Hein. Le risque du macro-lot, alors je pense quand même qu'on va y arriver, hein, je veux dire, mais le risque, si on va trop loin, c'est de refaire des grands ensembles encore plus compliqués que les grands ensembles, quoi. Donc je trouve que la réflexion de Potsdam Park est particulièrement intéressante, et je comprends que... mais sur la complexité, moi, par exemple, plutôt qu'avoir des... Qu'est-ce que disent les modernes? Ils disent Pérez, c'est pas un bon moderne. Il n'a pas été jusqu'au bout du raisonnement. Mais regardons ce que fait Perret et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Hein, est-ce que c'est intéressant de conserver un plan qui est un plan plutôt du 19e, avec des références à la ville qui existait avant? Est-ce que son îlot ouvert est intéressant? Quel problème ça pose du point de vue de l'ouverture de l'îlot au fonctionnement public, la fermeture, enfin... Et donc de regarder des choses, de regarder la valeur de chacune des choses. Aujourd'hui, il est de bon ton de dire que la seule façon de s'en sortir du développement durable, c'est la densification. Est-ce que c'est la seule façon? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à tirer un certain nombre de choses, d'expériences qui ont porté sur des formes particulières d'organisation de l'habitat individuel? Voilà. Donc, moi, je suis plutôt sur cette position-là qui consiste à dire arrêtons de mettre tout dans des cases. Et puis, il y a aussi une chose qui... Bon, alors moi, je viens de Grenoble, qui est une ville un peu particulière, mais le fait qu'en même temps, on puisse demander à Panred de résidentialiser un grand ensemble, d'introduire une logique qui est une logique de découpage, d'imaginer les grands ensembles vont évoluer vers la ville traditionnelle, et puis en même temps, on demande à Jamel Clouche, à UC, de refaire un autre grand ensemble en disant qu'il faut qu'il garde ses caractéristiques de grand ensemble. Je veux dire, dans une même politique, on ne peut pas faire tout et son contraire, quoi. Alors, peut-être que les grands ensembles, ces deux grands ensembles sont différents, mais est-ce qu'on peut avoir des solutions qui sont à ce point-là antinomiques, quoi? Est-ce que il faut ouvrir le grand ensemble sur la ville ou le fermer sur lui-même? Bon, voilà. Donc, moi, je pense que ça vaut la peine de regarder un peu avec intérêt, y compris pour dire non, il ne faut pas le faire, mais cet ensemble d'expériences. Merci. Bon, merci à toi. Walter, je suis sûre que tu as une question. Non? Il est mort. Vous êtes trop fatigué pour poser des questions? Ouais, c'est dense, Milena non plus. Vous allez les envoyer sur WhatsApp? Attends. Vous théorisez, en fait, si j'ai bien compris, trois figures. Hein. Vous les établissez à partir des œuvres des urbanistes telles qu'ils se racontent, en tout cas se développent in situ, et vous les généralisez comme principe d'organisation d'espace quant au rapport à l'histoire. Alors, cette figure que vous faites émerger, quelle est leur portée opérationnelle, ou reste-t-il simplement théorique? Alors, on prend deux questions. Ah, ok, pardon. Je réponds d'abord ou... Non. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est pas une histoire juste des théories. Hein. Et pour ça, je suis parti d'Haussmann. Haussmann n'a rien écrit. Donc, on n'a pas une théorie de la ville haussmannienne. On a une expérience de la ville haussmannienne, on a des traités techniques, on a des règlements d'urbanisme dont on peut tirer un certain nombre de choses. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment les théories naissaient pour expliquer une situation, hein, comment elles envisageaient la transformation de cette situation, et comment ça découlait sur des projets. Et dans l'expérience d'Haussmann, j'ai reconstruit la théorie à partir du projet de transformation de Paris. Ce qui est un peu... quelque part un peu malhonnête du point de vue historique, mais voilà, ce qui m'intéressait, c'était cette interaction, c'est-à-dire
par exemple, camélocite, quand je parle de camélocite, je l'ai replacé par rapport au processus de transformation de Vienne avec la création du ring. Parce que, en fait, Camillocite entretient un dialogue avec Otto Wagner et ses élèves. Il fait même le plan de ville de Ljubljana, et après, c'est le principal élève de Wagner qui vient le remplacer. Donc, j'essaie de replacer ces choses-là aussi pour montrer, par exemple, que Camillocite, il est beaucoup moins conservateur que ce qu'on veut bien dire. Il a tout à fait conscience que le développement de la ville va entraîner la ville vers autre chose que la ville historique. Et que ça, c'est un peu une fatalité, quoi. Mais qu'il faut comprendre la ville historique, parce que peut-être pour la transformer, il vaut mieux la comprendre et pas plaquer des modèles qui sont des modèles extérieurs. Voilà, donc c'est ça que j'ai essayé de tant bien que mal de faire. Voilà, moi, je voudrais vous demander, en fait, la vie régulière et la vie organique, c'est un ensemble d'expériences qui sont sous les signes de l'histoire. On regarde ces auteurs, architectes, regarde l'autorité, on est sous les signes de l'autorité du passé, des anciens. On regarde l'architecture ancienne pour construire la ville contemporaine, la ville contemporaine. Tandis que dans la ville moderne, et je rajouterai certains traits aussi de débat contemporain sur l'urbanisme. Il me semble qu'il soit plutôt dans une sorte de régime, pas de régime, mais des positions de rupture avec le passé. Vous l'avez dit au début, on n'a rien à prendre du passé. Voilà, donc il y a cette opposition, on pourrait dire, si on regarde les doctrines de ce point de vue. Et alors, la question est comment vous regardez les débats contemporains sur la ville, à partir, je ne sais pas, des différentes positions sur les sprawl, ou la ville diffuse, ou les écoquartiers, les éco-cités, cette déferlante de positions dans laquelle différentes positions, voilà, sur sur les façons de penser la ville, plus que la ville, les territoires du futur. Comment vous regardez Est-ce que ça encore présente cet investissement sur le futur? On regarde le futur, on projette le futur, on n'a rien à faire avec ce qui s'est passé avant. Oui, non, mais ça c'est les modernes, alors après à des degrés différents, mais ils introduisent un élément de rupture fondamental par rapport aux autres approches de la ville. Ça c'est évident, c'est deux positions qui sont antinomiques. Ça. Mais dans le développement durable d'aujourd'hui, c'est pas peut-être la même chose, cet investissement sur un futur, dans beaucoup de positions concernant le développement durable. Alors, sur la période actuelle, alors, il y avait deux questions. Sur les nouvelles formes, urbaines qui émergent, moi j'ai toujours été assez attaché à la fois aux théories de la ville diffuse et du sprawl par les new urbanistes. Parce que ils ne parlent pas en termes d'étalement urbain. Nous, on a l'image d'étalement urbain, la ville qui dégueule sur la campagne. Ils expliquent bien quels sont les mécanismes socio-économiques, politiques qui sont à la base de cette nouvelle forme d'urbanisation qui est déjà réalisée. Hein. Vous êtes italien, vous savez que l'économie italienne dépend de la ville diffuse. Si on supprime la ville diffuse, on supprime l'économie italienne, on met le pays en crise. Je dis ça parce que moi aussi je suis un peu d'origine italienne. C'est pour ça que je dis que vous êtes italien, donc vous le savez mieux que d'autres. Le sprawl aux États-Unis, c'est 70% de la population, d'après les chiffres annoncés par la New Urbanism. Donc, ce sont des réalités qui font qu'on ne va pas revenir dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'appuyer sur l'histoire pour imaginer des transformations qui ne peuvent pas être simplement la densification et qui ne peuvent pas être simplement on va retourner à la ville dense, compacte, etc., etc. Mais il faut imaginer des transformations. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut introduire des activités
de productif dans ces espaces-là. Comment on peut y amener des commerces, avec quelle forme d'organisation. Est-ce que c'est inévitablement le supermarché qui est au pied de l'échangeur autoroutier? Enfin, voilà, il faut poser ces questions par rapport à ça. Sur le développement durable, je reviens un peu dans la conclusion là-dessus. Quand je me balade à Turin, j'ai trouvé un ouvrage intéressant de quelqu'un qui s'appelle Codispoli, Oriana Codispoli, qui a fait un travail sur les formes urbaines des écoquartiers. Et dans ce travail-là, elle montre qu'en fait, dans les écoquartiers, on a un peu de tout. On a des gens qui refont la cité-jardin, des gens qui font du haussmannien bis, des gens qui font de l'îlot ouvert, des gens qui font des grands ensembles New Look. Voilà, donc on a cette grande diversité, et là, on est encore dans un moment de non-dit, de non-pensée. Hein. C'est-à-dire, c'est ça qui m'inquiète dans la situation actuelle, c'est qu'on parle de préservation de la biodiversité, on parle de bâtiments qui sont neutres du point de vue énergétique, enfin toute une série de préoccupations qui sont importantes, mais on oublie tout le reste. On dit on va faire ça à la place de ça. Et on oublie la question des tracés, la question des îlots, et c'est ça le problème. Alors, peut-être que la ville durable, il faudrait vérifier ça, mais peut s'accompagner d'une diversité de formes urbaines, après tout. Peut-être qu'on peut faire des ensembles de maisons individuelles, groupées, pas groupées, enfin avec des équipements qui soient durables. Peut-être qu'on peut faire des immeubles haussmanniens durables. Enfin, il faut poser ces questions-là, mais il ne faut pas oublier toutes les questions qui sont la base du projet urbain, du projet d'architecture. Et c'est quand même ce qu'on a tendance à faire. Aujourd'hui, on fait des bâtiments économes énergétiquement, on met de la végétation un peu partout, on fait des trames vertes et bleues, je suis un peu méchant, on lutte contre les îlots de chaleur avec l'eau, et on n'a plus besoin de poser les autres questions. Et on voit quand même apparaître des projets qui sont des projets qui ressemblent de plus en plus aux grands ensembles, quoi. Avec des panneaux solaires sur le toit, enfin d'autres choses. Donc on voit aussi ça. Donc voilà. Et je pense que c'est un moment qui ressemble un peu à ce qui se passe dans les années 60, quoi. Moi, c'est un peu mon impression. Encore une fois, je veux dire, parce que les étudiants, la durabilité, c'est important, la question des économies d'énergie, c'est important, les trames vertes et bleues, j'ai été un des premiers à écrire des choses là-dessus, donc je pense que c'est important. Mais je veux dire, ça ne peut pas faire l'économie de tout le reste, quoi. Oui, merci beaucoup. C'est exactement ça que je voulais entendre. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de techniques, beaucoup de solutions individuelles, mais que finalement, ces solutions individuelles nous empêchent de voir les dessins généraux. Et on est encore sous l'emprise de cette poussée qui nous amène à imaginer un futur différent. On pense toujours comme dans les années 60. On pense toujours... voilà. Donc, je pense que... comment dire... on a changé les mots, développement durable, mais on revient assez souvent à penser la ville parfois comme c'était dans les années 60 et 70. Oui, et pas seulement parce qu'on utilise des formes urbaines semblables, mais parce qu'on a une pensée qui est en continuité avec cela. Oui, moi je suis assez d'accord avec ça. C'est bon ? Bon. Je ne vous ai pas trop ennuyé ? Vous êtes sûr ? Vous avez tenu jusqu'au bout, c'est bien. Oh, qu'est-ce qu'ils sont bien. T'as vu ? Les étudiants normands, hein ? Non, bon, ils ont quand même sacrément résisté, même si quelqu'un a dû partir, mais vraiment, ces 5 dernières minutes. On vous remercie toutes et tous. Merci beaucoup pour les questions aussi. Et on espère que vous aurez profité. Allez consulter le livre d'ici, je pense, quelques jours. Il sera à la bibliothèque. On l'a fait commander. Normalement, il va arriver. Et voilà. Et bonne soirée. Merci beaucoup encore.